Donc, voilà. Donc, moi, je travaille chez S4E, je suis responsable de la partie système chez S4E. On est un éditeur de logiciels à Lorient. On édite une solution qui s'appelle EnergySoft. Alors, EnergySoft, ça sert à superviser des centrales solaires. On est en SaaS et actuellement, on totalise une supervision sur une production d'électricité de 2 gigawatts crête. Donc 2 gigawatts crête, ça correspond à deux réacteurs nucléaires à peu près en capacité de production. C'est éparpillé sur 10 000 centrales, sur à peu près toute la France et dom-tom. Et on reçoit ces données en temps réel et ça grossit, on a des nouveaux clients régulièrement. Donc moi, je vais vous raconter une histoire. Ça commence par une start-up. La start-up, elle avait fait un concept sur des slides. Elle a codé un produit et puis tout d'un coup, elle arrive à vendre son produit à des clients. Et donc elle a des clients et puis au centre de l'application, il y a un petit service qui est codé en Java et puis qui répond à des requêtes REST-JSON. Il est codé avec l'API Jersey. Et c'est bien pratique ce service parce que quand on fait des mises en prod, on peut le load balancer et on peut passer d'un service à l'autre. Ça tombe pas, il n'y a pas de downtime. Mais il y a un moment, les clients arrivent, ça augmente, la capacité de charge augmente et puis ce service se retrouve sollicité, trop sollicité. Il y a beaucoup de latence et ça répond plus. Donc ce qui arrive, c'est voilà, on a un choix. C'est soit on se dit on réfléchit pas, on sort les billets et puis hop, on met des nouveaux nodes, plus de ressources et puis ça va marcher. Et on touche surtout pas au code, ou on se pose, et puis on réfléchit, et on cherche une solution pour consommer moins de ressources. Et c'est là que gRPC entre en jeu. La gRPC, c'est une techno qui a été inventée par Google, qui est sous open source, sous licence Apache depuis 2015. Ça fait partie de la Computing Native Foundation, donc en incubateur. Et ça s'appuie vraiment sur deux technos, deux socles, on va dire, en dessous gRPC, qui sont Protobuf et HTTP2, que je vais expliquer après dans la suite. Et c'est dispo sur pas mal de langages. Vous voyez, il y a toute une liste là, je ne vais pas vous la faire, la liste. Et puis, pour les langages qui n'en font pas partie, il y a souvent des implémentations open source qui sont faites par des communautés. Donc Protobuf, c'est un encodage binaire, c'est pareil, ça a été créé par Google et défini, ça a été fait avant gRPC en 2008. C'est un encodage binaire, donc c'est un classique, les encodages binaires depuis le début de l'informatique. Et par exemple, dans les concurrents, moi je connais bien, dans mon histoire, j'ai travaillé dans les télécoms, la SN1. La SN1, c'est beaucoup utilisé dans les protocoles de réseau mobile. Tous les protocoles sont spécifié, mais c'est très lourd à mettre en place la SN1. Il y a un concurrent de Protobuf qui est Apache Swift, qui a été fait par Facebook à peu près en même temps que Protobuf et qui est utilisé dans Cassandra. Il y a aussi Apache Avro dans le même genre, qui est utilisé plutôt dans le big data, sur les clusters Kafka ou pour stocker des données Hadoop et qui lui permet un schéma dynamique. Donc Protobuf, il y a un fichier de référence, le fichier proto. Donc le fichier proto, c'est ce qui va définir les messages. Donc là, je vous ai mis un petit exemple ici, là sur la gauche, de fichier proto. Donc voilà, on a trois paramètres. C'est vraiment l'élément de base, c'est le message. C'est un peu comme une structure dans un langage de programmation. Et on définit les membres de la structure. Donc il y a green, j'ai mis un premier argument, c'est un int. Après, on peut mettre des chaînes de caractères et puis un int 64. Ce qui se passe, c'est que ce fichier proto, on va le mouliner via un binaire qui est fourni par Protobuf, par le projet Protobuf, qui est ProtoC. Et ProtoC va nous générer des stubs, donc dans le langage qu'on a envie. Donc soit, là, moi ici c'est le Java. Et on a ici un objet qui est généré par Protobuf qui nous permet de remplir des données pour faire d'encodage binaire. Donc là, ici, on a un petit pattern binaire, pattern builder. Donc set green, set it, et puis set is beautiful. Cet objet, on peut le serialiser en binaire, et là, je vous affiche le résultat. Donc c'est assez simple en vrai, ça fait un peu peur comme ça quand on voit des nombres en hexa. Mais il y a tout le temps une clé. Donc la clé, ça va marquer le nombre du champ, là par exemple 1 donc le 1 il est décalé de 3 bits, donc c'est ça qu'on a. Après on a la valeur 1 que j'ai mis là au-dessus dans le green, et puis après là pour 12 on a 3 bits, et dans les 3 bits qui restent on va dire que c'est un champ qui a une longueur variable.
Et donc là, le 3 qui suit, bah, c'est la longueur du champ. Et ensuite, après, on a les caractères ASCII du yes qui apparaissent là. Et puis enfin, pareil, on a le 3 décalé de 3 bits qui arrive pour dire que c'est le champ numéro 3 et la valeur 2. Et donc ça, vous voyez, ça fait 9 octets. 9 octets, alors qu'en JSON, j'ai repris les mêmes termes, j'ai mis en JSON, ça fait 38 octets. Donc on a quand même nativement une compression qui est assez impressionnante, sans compresser. C'est vraiment le langage qui est comme l'encodage qui est comme ça. Et donc on a des types de données un peu plus évolués. Voilà, il y a le enum qui est très pratique, qui permet d'éviter de recourir au string. Il y a moyen d'encapsuler des structures dans une structure à volonté. Là, en utilisant le mot repeated, on peut en dire qu'il y a plusieurs. C'est un tableau de structures. Donc on va passer la structure substructure en série. Et puis on a aussi la possibilité de mettre des champs optionnels, c'est-à-dire que c'est pas obligé de les remplir dans ce cas-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un paquet, c'est limité en gros à 1 méga. Après, s'il faut faire plus, il faut faire plusieurs paquets, tout simplement. Donc l'autre socle de gRPC, c'est HTTP2. Donc HTTP2, c'est quoi? C'est une meilleure utilisation de TCP/IP. C'est-à-dire que HTTP1, on a une session TCP/IP par élément qu'on va télécharger en HTTP. C'est-à-dire que dans une page web, vous avez du JS, du CSS et plein d'autres choses, certainement. Et en général, il y a, je sais pas, 30-40 éléments. Et à chaque fois qu'on va télécharger un de ces éléments, on va établir une session TCP/IP. Quand on établit une session TCP/IP, ça équivaut, moi je l'estime, à 1,5 fois le temps d'un ping, parce qu'il y a un aller-retour SYN, SYNAC, ACK. Donc en gros, si on a un ping de 20 millisecondes, ce qui est un très bon ping quand on a une connexion fibre, ça fait 30 millisecondes déjà pour établir une connexion TCP. Donc si on a 30 éléments à télécharger, on va passer 900 millisecondes à télécharger. Alors après, les navigateurs ont fait des hacks qui permettent de multithreader un peu le téléchargement de ces sessions. Mais HTTP2, lui, il permet vraiment de mieux gérer le protocole et donc dans une seule session TCP, de tunneliser, de télécharger toutes ces ressources en parallèle. Donc c'est quand même une belle évolution. Moi j'ai vu que c'était adopté à 50% a priori sur le web. Donc ça marche bien. Et je vous mets un petit exemple d'une config Nginx là pour l'exemple pour montrer que c'est pas très compliqué. Il suffit d'ajouter HTTP2 dans la section qui config le SSL. Donc gRPC, ça vous permet de bénéficier donc, de protobuf de HTTP2, puis ça vous code un serveur au-dessus de tout ça. Un serveur qui vous permet de mettre en place des API synchrones, des API asynchrones. Vous pouvez avoir des échanges donc, connectés en stream, soit dans les deux sens, client vers serveur, soit dans un sens, c'est le client qui va aller récupérer des données sur un serveur qui va lancer, ou l'inverse. On a donc le serveur multithread qui va bien, qui va tenir la charge, qui est fourni directement, il n'y a rien à faire, il est déjà là quand on exécute le code. On a aussi donc intégré dans le package, on va dire, de gRPC, on a le round robin, c'est-à-dire le round robin, c'est plutôt le failover, c'est-à-dire qu'on peut requêter plusieurs serveurs en même temps avec un client, et puis s'il y en a un qui tombe, le client il va se débrouiller tout seul pour aller sur un autre serveur et il va le gérer, c'est géré de manière intégrée. Après, on peut toujours mettre un load balancer qui lâche à proxy entre le client et le serveur, ça se fait aussi. On peut faire évoluer le schéma, ce qui n'est pas forcément évident dans un encodage binaire, c'est-à-dire on peut ajouter des choses et on a une gestion des erreurs intégrée aussi dans le protocole. C'est-à-dire on peut customiser les erreurs, à différence de REST par exemple, où on prend les erreurs HTTP, là on peut rajouter des erreurs un peu plus customisées et un peu plus vastes. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de schéma dynamique et on n'a pas d'accès texte, c'est-à-dire quand on fait, je compare ça avec du REST JSON où on va aller requêter ça dans Firefox ou avec Postmark. Ça, on ne peut pas, il va falloir faire un petit client de test, quoi. Donc là, je vais vous proposer de vous faire une démo. Donc la démo, ça va être un service très compliqué qui va... le service va permettre de créer une session, et puis quand il crée cette session, il va générer un nombre aléatoire, et après c'est au client de deviner le nombre qui a été défini par le serveur. Donc le serveur va être en Java et le client en Python. Donc le fichier proto, voilà ici, donc du serveur, le voilà. Donc la syntaxe c'est proto 3, c'est la dernière version de la syntaxe proto.
On définit des petites options qui permettent, lors de la génération, d'avoir les fichiers Java au bon endroit dans le package, qui va bien. Et on a donc le service. Le service, ça arrive ici, et on définit nos deux méthodes du service. Donc la méthode createSession, avec en entrée donc l'objet request et l'objet reply. Les objets, après, ils sont définis en dessous. Donc voilà, là, c'est juste, on passe un username. Et par contre, on renvoie le token. Le token, donc ça va être une série d'octets. Comment? Ah ouais. Ah oula, je suis pas... ouais. Comment, contrôle? Ouais, ben non. Non. Le code est sur GitHub, hein, alors je sais pas comment je vais pouvoir faire. Ouais, ben non, je suis désolé, hein, je vais pas avoir à grandir. Donc voilà. Donc token, alors on y va. Le token est renvoyé via le createSessionReply et puis la méthode getANumber. Donc on passe le request et le reply de la même manière qu'au-dessus. Où dans la request, on va donner son token, on va donner le nombre qu'on veut deviner, et en retour, on a une structure, enfin un message qui contient uniquement l'enum status code. Donc le status code, c'est soit j'ai trouvé, soit c'est supérieur, soit c'est inférieur. Pour tester mon service, on peut faire des tests U, donc ça se fait bien, enfin c'est des tests U, c'est plutôt des tests d'intégration. Hein. Dedans le test U, on peut lancer le service, et puis derrière... là, j'ai un exemple de test où on va créer un client et puis on va requêter le service là directement via un stub asynchrone. Et là, je fais appel à ma méthode createSession. Et ensuite, je vérifie qu'il y a bien un token de renvoyer. C'est pas très abouti en test parce que j'ai pas non plus énormément de choses à tester. Et après, ce que je vérifie là ici, c'est si j'envoie, donc j'ai une valeur max dans mon nombre, si j'envoie une valeur, donc si j'essaie de deviner une valeur supérieure à 100 000, je vérifie que ça me renvoie une erreur. Donc là, si je l'exécute, tac, ça va marcher. Normalement. Voilà. Maintenant, je vais lancer le service et puis on va aller le requêter en Python. Donc là, le service est lancé. Donc on va en Python. Donc en Python, un petit peu de ligne de commande pour lancer. Donc j'ai un virtualenv dans lequel il n'y a pas beaucoup de packages. Oui. Pour Java, je ne vous ai pas montré Maven. Bon, pas donc là, en Python, voilà, il y a les packages gRPC IOTool qui servent à générer les stubs, et puis protobuf. Donc après, on a une ligne de commande qui est on va y arriver, gRPC stub, voilà. Donc c'est ça, et avec ça, on va générer les stubs. Les stubs, ils arrivent dans deux fichiers ici qui sont breastcamppb2 et breastcamppb2 gRPC. Donc en gros, c'est un fichier où c'est les structures protobuf et un autre fichier où c'est le serveur gRPC. Et on a la même chose en Java, c'est généré avec Maven. Et pareil, on a, donc là, pour le coup, tout est intégré dans Maven. Et on a, pareil, gRPC d'un côté, le serveur gRPC d'un côté dans un stub et de l'autre côté, le protobuf. Le client, il est là. Alors, pareil, on fait. Alors là, il y a un algo un peu plus compliqué parce qu'on va essayer de chercher le nombre. Et donc, ça commence par créer la session. Après, une fois qu'on a la session, on itère sur la méthode getANumber. Et puis, on va chercher un petit algo qui cherche le nombre en fonction. Donc, si j'exécute, ça va assez vite, hein, vous pouvez le voir. Et du coup, on essaye les différents nombres et on a trouvé le nombre 52 277. Et si on regarde ici, hein, on a bien, je ne vous mens pas, 52 277 qui revient. Donc on a bien trouvé le bon nombre et on a fait notre exécution gRPC. Si je reviens à la présentation, donc moi ce que je peux vous donner comme bonne pratique suite à mon expérience gRPC, c'est privilégier les enums au lieu des strings, parce que le but du truc, si vous l'utilisez, c'est de compresser et d'avoir moins d'octets dans la bande passante. Donc les enums, si vous avez une faible cardinalité sur un champ, ça va vous économiser, ça va vous faire passer qu'un int au lieu d'avoir toute la chaîne de caractères. Pour les évolutions de schéma, plutôt utiliser des champs optionnels.
mettez le nom de version dans le package en cas de breaking change. Et ensuite, voilà, pour les données supérieures à 1 méga, faut morceler en paquets, quoi. Donc ne pas hésiter à utiliser les streams pour ce cas-là. Voilà, gRPC, pour moi, j'espère vous avoir convaincu de cette technologie. C'est facile à mettre en place, hein, c'est intégré dans pas mal de langages et ça arrive une fois qu'on a défini le fichier proto, c'est vraiment facile à mettre en place. C'est efficace parce que derrière ça s'appuie sur des librairies fiables comme Protobuf et puis surtout HTTP2, le protocole HTTP2. Et j'ai vu qu'ils avaient codé une version de gRPC en HTTP3, donc ça devrait marcher aussi assez rapidement. Et puis, il l'avait intégré dans la librairie. C'est une techno reconnue, ça a plus de 7 ans d'existence, c'est utilisé par des grands noms. Hein. Moi, je l'ai vu utilisé par Cisco, Google l'utilise partout en interne, ils l'utilisent dans le Google Cloud. C'est utilisé par des projets open source comme GitLab, CockroachDB, TCD, donc c'est des gros acteurs. Et voilà, et c'est une techno qui est structurée. Hein. Vous avez vu le fichier proto, on ne peut rien faire si on ne l'a pas fait. Donc l'API, elle est documentée de base avec le fichier proto. Bon, c'est déjà ça, quoi, parce que des fois les API, la doc n'est pas à jour. Là, il y a une obligation de mettre à jour la doc vu que le fichier proto est intégré dans le code. Il y a moyen de sécuriser ça par TLS, pour la connexion entre deux services. Voilà, load balancer comme je vous l'ai dit. Et puis, j'imagine, je n'ai pas été voir d'études, mais on est sur du binaire. Il n'y a pas de transformation de l'ASCII pour tout ce qui est int, valeur, etc. Ça va être beaucoup plus économe en CPU et en bande passante donc on va dire sur une mise en place directe. Moi, je ne l'ai pas utilisé pour des applications mobiles ou de l'IoT, mais je me dis qu'on a un réseau qui n'est pas terrible. Économiser sur de la bande passante, avoir moins de latence, c'est une bonne chose. Donc ça peut gagner de la réactivité sur ces use cases-là. Et le code est sur mon GitHub, vous trouverez la présentation. Donc là, on a du temps pour des questions, donc n'hésitez pas. Du coup, on n'a pas eu la conclusion de l'histoire. Le gRPC a bien permis de... Oui, tout à fait. Alors, c'était un service qui permettait d'accéder à des fichiers. Donc des petits fichiers, plein de petits fichiers en série. Et il y avait vraiment des très fortes latences. Hein, parce que il y avait un volume de données, et puis et gRPC, là maintenant, il tient, alors, c'est pas des gros, mais on fait du 1000 transactions par seconde dessus ce service-là, et ça bronche pas, quoi. Et ce service, il est redondé assez facilement. Donc oui, ça marche vraiment très bien, hein, je le confirme, et là-dessus... vous pouvez y aller, en tout cas, moi je trouve que quand on a un problème de perf sur un service un peu vieux, ça peut être une bonne solution pour donner un petit coup de jeune et en plus gagner en performance derrière. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Est-ce qu'il y a une sorte de compatibilité ascendante sur les formats de données si par exemple on va tout simplement un temps sur une structure, est-ce que les clients vont être obligés d'avoir les nouveaux binaires pour réceptionner les nouveaux... Oui. Pardon, ouais. En fait, est-ce qu'on est obligé à chaque fois qu'on va modifier le modèle de données de redéployer ce modèle sur tous les clients, ou est-ce qu'il y a une sorte de compatibilité où tant qu'on consomme pas ou quand on n'a pas consommé ce champ-là, peut toujours être dépendant d'anciennes versions du modèle? En fait, c'est par exemple là, on numérote les champs. Donc en gros, on va rajouter un nouveau champ, on va faire le champ numéro 4. Et le client, donc on va dire c'est la V2, qui rajoute le champ numéro 4, et donc le client de la V1 pourra toujours marcher pourra toujours marcher avec son ancien schéma, si le service derrière a suivi le mouvement, mais ça c'est le travail du développeur. Mais oui, les schémas seront compatibles, il n'y a pas besoin de recompiler le nouveau binaire. Et donc un vieux client pourra marcher avec un nouveau serveur sans avoir à recompiler, quoi. Et ça, c'est vraiment un des avantages de Protobuf, quoi.
Et c'est pour ça aussi que c'est recommandé de les mettre en optionnel. Comme ça, on est tranquille, on sait que ce champ-là, il n'est pas obligatoire et on peut utiliser l'autre champ en cas de besoin. Faut que je répète les questions. Je repose la question peut-être. Vas-y. Du coup, la question, enfin, ce dont j'avais l'impression que c'était pour le cas que tu décrivais, c'était pour des services back, des services, des microservices. Mais est-ce que tu as une expérience ou un retour sur une connexion qui serait entre un client et un service back? Et si oui, enfin, je sais pas si c'est très clair. Comment, tu veux dire un client web ou une appli mobile? L'un ou l'autre? Bah, en fait, c'est pas pareil. C'est-à-dire que gRPC, il va marcher avec, enfin en tout cas Android, je pense sans problème. Et puis, je connais pas iOS, mais vraiment, c'est Google, donc ils l'ont mis en place. Et même, c'est recommandé, quoi. Dès qu'on a une appli mobile qui fait pas mal d'échanges, qui a besoin de données, je pense que gRPC va apporter quelque chose à l'appli mobile. Par contre, en web, alors j'ai pas regardé les détails, j'ai pas testé parce que voilà, par manque de temps, et puis que mon use case, moi, c'était plutôt de la communication entre services. Mais il y a un truc, il y a une librairie qui s'appelle gRPC.js et qui est utilisable. Alors j'ai gratté un peu. Faut utiliser un proxy. Je sais pas si le proxy, mais ils imposent l'utilisation d'un proxy. Donc après, est-ce que c'est juste pour du CORS ou est-ce que c'est parce que ça fait des choses pour gRPC? Ça, je peux pas répondre à cette question-là. Mais pour moi, ça devrait marcher en JS. Ouais. De toute façon, ils veulent aller vers ça. Ok, et peut-être, s'il y avait un VS avec les connexions WebSocket, du coup, ce serait... Comment un versus avec des connexions WebSocket, de lequel serait meilleur, je sais pas. En WebSocket, tu peux, je pense, mettre du protobuf directement dans ce cas-là. Dans ton WebSocket, et ça marcherait. Donc oui, je disais, il y a une libre en fait qui s'appelle gRPC Web, qui est pas complète malheureusement. Le truc en tout cas qui n'a pas été implémenté, c'est le stream bidirectionnel. Il y a des streams qui peuvent être ouverts, et donc du coup, ça permet de faire plus de l'événementiel. Et malheureusement, les streams passent que dans un sens. Donc soit on ouvre deux, soit effectivement, il y a d'autres moyens de gérer le truc. Mais c'est assez fonctionnel pour le coup. Je l'ai déjà essayé dans un projet, et ça marche pas trop mal. Voilà. Ouais. C'est bon, 2 ans, je sais pas.